Mesdames, Messieurs, merci de cet accueil. J'apprends une multitude de choses, notamment que Sylvie, si j'ose cette soudaine familiarité, a vécu quelques heures d'angoisse, de Colombier jusqu'à Genève. J'espère, Sylvie, que vous êtes aujourd'hui apaisée et que l'effroi que vous ressentiez à l'idée de me rencontrer s'est désormais dissipé et que nous pouvons désormais avoir une relation calme et non pas tourmentée. Mesdames et messieurs, Cicéron, avec lequel je partage non pas le talent mais le prénom, Cicéron disait que le but d'une plaidoirie, c'est une plaidoirie d'une intervention, c'est de plaire, d'enseigner ou d'émouvoir. Alors, puisque je suis dans l'exorde, je me demande encore le choix que je vais opérer. Si vous voulez bien, madame, puisqu'au fond on parle pour quelqu'un, on écrit pour tous, connu, inconnu, pour la postérité, mais la parole a ceci qu'elle est une immédiateté et qu'elle a quelque chose d'incroyablement charnel. Donc j'éprouve perpétuellement le besoin, lorsque je prends la parole, d'avoir un regard, de préférence féminin, qui me guide et qui m'inspire. Monsieur, si vous n'en prenez pas ombrage, ce sera votre compagne qui sera donc mon inspiratrice. Vous avez donc, madame, un double rôle. Le premier, c'est par un battement de paupières ou par une intensité du regard, me dire ce que vous souhaitez, et je vous l'offrirai en me disant, voici mes branches et mes fleurs, tout ça est pour vous. Votre deuxième rôle, si vous le voulez bien, c'est d'être ma clepsydre. Lorsque je parle, parfois je m'installe dans la parole, je m'y love, je m'y trouve bien, et j'oublie un peu que le temps s'écoule et que le degré d'attention raisonnable des contemporains est bref. Donc je vous prie là aussi, madame, après m'avoir guidé, savoir me faire chuter, enfin clore. Parce que pour un improvisateur, il y a deux moments difficiles, c'est les phrases du début, qui devraient attirer l'attention, parfois même par une captation de bienveillance, une attention singulière, et comment clore. Parce qu'un orateur qui cesse de parler se mutile, il se sabre. Mais il part de l'idée parfois généreuse que ce qui a d'importance, ce n'est pas ce qu'il a dit, mais ce qu'il a fait naître. De telle sorte que la parole, qui n'est pas simplement communication, est ce par quoi un orateur ensemence, et sa parole se prolonge dans vos cœurs, dans vos esprits vigilants, de telle sorte que la musique ou le silence qui suit Mozart est encore de la musique. Voilà, mesdames et messieurs, en guise de préambule. Alors, madame, entre plaire, enseigner et émouvoir, dites-moi d'un sourire ce que vous préférez. Les trois, voilà qui simplifie ma tâche. Alors, mesdames et messieurs, ayant ainsi reçu mes directives, commençons par rappeler quel est le sujet que je dois traiter. C'est celui de l'écriture. Mais non pas l'écriture de tous. Dans votre plaquette de présentation, vous précisez que ce n'est pas nécessairement l'écriture en tant qu'elle est destinée à la publication. Bien sûr, une écriture qui n'est pas destinée à la publication est tout de même destinée à un regard et à une relecture, ne serait-ce que sa propre relecture. C'est le cas des journaux intimes, dont nous savons que parfois ils sont écrits pour l'intimité, mais à vrai dire, ils sont un exercice de mémoire pour qui écrit, et puis nous trouvons quelques années, quelques décennies plus tard, publier ces journaux qui se voulaient intimes. Je pense aux journaux des Goncourt, au journal de Kafka, ou peut-être plus proche de nous, les lettres d'amour de Mitterrand à Madame Pinjot étaient destinées à une seule personne. Il se trouve que c'est un succès de librairie. On peut débattre si on peut ainsi confisquer l'intimité à des fins de librairie, mais tout ça pour vous dire que même le journal intime, même lorsqu'on dit « j'écris pour moi », on n'écrit pas pour soi, on écrit pour cet autre soi-même qui à un certain moment se juge, pour cet autre soi-même qui voudra par des jeux subtils de mémoire se retrouver dans une sorte de biographie personnelle, et on écrit probablement pour l'éternité ou pour les autres, si tant est que l'on ait eu du talent. Alors, ce que je vise ici, c'est ceux qui écrivent pour soi, comme on se libère, comme on se révèle à soi-même, comme on grandit. Et il y avait 5 catégories dans votre programme. Ce sont d'abord les écrivains publics,
Ensuite, ce sont ce que vous appelez les procès-verbalistes. Ensuite encore, ce sont les journalistes. Je ne suis pas convaincu que chacun de ces trois groupes obéisse aux mêmes règles. Et puis, il y a les calligraphes. Et enfin, l'art thérapeutique ou la thérapeutie par l'art, et notamment l'écriture conçue comme un moyen de guérir. On verra de quel mot. Alors, que vous dire d'abord sur ces catégories? Essayons de trouver ce qui les rassemble. Qu'est-ce qu'elles ont en commun? Elles ont en commun ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'elles transforment la pensée, qui est parole, qui est sonorité, dans l'écrit. Et après l'écrit, celui qui décryptera ces signes retrouvera la sonorité de la parole perdue. L'écriture, je la conçois comme une transmission, comme un vecteur entre l'oralité même silencieuse de la pensée et l'oralité même silencieuse de celui qui lit la pensée. Parce que je crois que la pensée est parole, dans la mesure où la pensée, c'est des mots. Je réserve ici ce que l'on pourra aborder tout à l'heure, la pensée qui est image, mais même l'image est le support de mots qui la qualifient, ou dans le commentaire, ou dans le prolongement sensible. Alors ces 5 catégories, qu'est-ce qu'elles ont en commun? C'est les mots de la pensée, la sienne, ou la pensée que l'on prête à celui dont on est le scripteur, transformée en signes, décryptée à leur tour pour redevenir sonorité. Cette idée de la sonorité de la parole et de la pensée peut se trouver condensée dans un aphorisme ou une phrase de Condillac, qui était un grammairien du XVIIe siècle, qui disait « L'art de bien penser se réduit à l'art de bien parler ». Et on pourrait ajouter, au fin de la démonstration de ce soir, à l'art de bien écrire. Ce qui est une manière de dire que l'expression n'est pas simplement ce par quoi la pensée est transmise, l'expression est ce par quoi la pensée naît et se forge. La pensée devient claire lorsque je trouve les mots. Avant que je ne trouve les mots qui ne la réalisent, la pensée est une sorte d'intuition aléatoire. Songez à vous pensant. Quand vous pensez, par exception, ou par tradition, ou même constamment, peu importe, le sujet et la hauteur de ce sujet. Je suis bien convaincu que lorsque vous pensez, vous donnez, même silencieusement, une parole à votre pensée. Les mots la réalisent, cette pensée. Et cette pensée n'est achevée et accomplie lorsque vous trouvez le mot juste, même dans un processus totalement silencieux. Alors revenons à nos 5 catégories. L'écrivain public. L'écrivain public, ai-je appris, est celui qui prête à autrui sa plume. Vous savez, cette ballade, ou cette chanson qui remonte, je crois, au XVIe siècle, d'autres l'attribuent à Lully, Pierrot, au clair de la lune, Pierrot, prête-moi ta plume, pour écrire un mot. L'écrivain public, c'est peut-être Pierrot, parce que lorsque j'adjure Pierrot de me prêter sa plume, c'est pas qu'il me tende l'instrument de l'écriture, c'est qu'il me prête son aptitude à écrire, pour écrire un mot. Et si vous poursuivez dans cette comptine « Ma chandelle est morte, je n'ai plus de feu », ce qui d'une manière encore, mais on peut faire d'autres exégèses, que celui qui considère qu'il n'a pas les mots au point qu'il demande à l'autre, ici l'écrivain public, de lui prêter sa plume, c'est-à-dire lui prêter ses mots, et donc aussi de lui prêter une pensée, sa chandelle est morte et il n'a plus de feu. Ce qui me paraît une juste métaphore de celui qui n'a pas de mots. Cette idée que la lueur, l'étincelle, en lui, est morte ou étouffée. Et si vous voulez bien considérer que le feu prométhéen, n'est pas simplement le feu qui rassure, qui éclaire et qui chauffe, mais qu'il est principalement le feu de la lucidité qui permet de voir, alors
lorsque je demande à Pierrot de me prêter sa plume parce que je n'ai plus de feu, parce que ma chandelle est morte, c'est parce que je n'ai plus les mots qui éclairent, parce qu'ils permettent à l'idée de prendre forme et donc de s'exprimer, de naître en même temps que d'être destiné à l'autre. Tout à l'heure, j'étais en train de fumer une cigarette de trop, et je croise un écrivain public qui me dit sa détresse de devoir partir. Et il m'explique que d'être écrivain public, c'est un peu compliqué, parce que d'abord, ça obéit à une formation. Il y a des académies qui enseignent aux autres à être l'écrivain public. Ici, probablement aussi beaucoup en Afrique, j'imagine. Et donc c'est une chose qui s'apprend. Et qu'est-ce qui s'apprend principalement? C'est de prêter à l'autre les mots qui lui font défaut, sans pour autant lui prêter une pensée qu'il n'a pas formulée. Donc au fond, l'écrivain public est un maïeuticien. Il y a quelque chose de l'ordre, oui, de la maïeutique. Il fait naître. Et il ne doit pas nous donner naissance. Et donc le grand problème de l'écrivain public, c'est sa déontologie, son éthique, c'est j'écris ce que je sais que l'autre voudrait que j'écrive. Je suis donc à la fois créateur, puisque je trouve les mots, mais un créateur fidèle, parce que je trouve les mots à une pensée que j'ai détectée. Et donc, au fond, un écrivain public, c'est d'abord un psychologue. Quand je dis qu'il est un maïeuticien, il est d'abord celui par qui la pensée surgit, ressurgit, arrachée au tréfonds, ou d'une mémoire qu'il a oubliée, ou d'une impossibilité de formuler, qui est une sorte d'infirmité. Alors je me suis dit, est-ce que j'ai été un écrivain public? Et je me souviens, puisqu'il faut de temps en temps vous raconter des histoires personnelles, oui, ça, dans tous les manuels de rhétorique qui m'est arrivé un peu de fréquenter, on dit qu'en tout cas dans l'Exorde, il faut, pour éviter d'apparaître simplement une intelligence en marche, être un peu personnel. Au fond, il faut humaniser son propos. Parce que quand on l'humanise, on jette des passerelles et des ponts. Un orateur qui ressemble abolit la distance qu'il peut y avoir entre le verbe et celui qui écoute. Alors, j'ai été un écrivain public. Je vais vous raconter dans quelles circonstances. J'ai fait beaucoup de services militaires, principalement dans le canton. À l'époque, je devais avoir 18 ans ou 20 ans. J'étais déjà aussi précieux qu'aujourd'hui, un peu snob sans aucun doute, un peu marquis poudré, et précieux sans être ridicule, mais ridicule en étant précieux sans doute. Et voilà que je me trouve dans le Trotteau, avec la belle tourbe vaudoise. Il y avait des paysans dans ma chambrée qui me trouvaient une sorte d'alien singulier, et donc j'ai été très lourdement bisuté. Du temps où le bizutage n'était pas considéré comme une atteinte au droit de l'homme. Donc j'ai été lourdement bisuté. Mais après s'être amusé de ma fragilité, ils se sont dit que ce singulier personnage pouvait peut-être servir à quelque chose. Et ils me disaient, Bonan, tu sais certainement écrire. Je lui disais peut-être. Et voilà qu'ils m'ont tous chargé, d'abord de leur courrier administratif. J'écrivais aux administrations vaudoises, dont j'ignorais tout, pour formuler des revendications. Non. Et puis, enhardis par ces premiers succès, ils m'ont parlé de leurs histoires d'amour. Ils avaient quitté leur maisonnée, leur ferme, leurs vaches, leurs veaux, leurs cochons, et la femme aimante. Et les femmes aimantes n'aiment pas toujours les hommes qui partent au combat. Même si, sous nos latitudes, les combats sont calmes. Et alors, ces paysans, proches de la terre, me disaient, Bonan, il faut écrire à ma femme pour lui dire que je l'aime. Et c'est ainsi, mesdames et messieurs, que j'ai écrit des centaines de lettres d'amour. Mais non sans succès. Parce que lorsque le week-end, mes camarades
étaient libérées et rejoignaient leurs femmes. Celle-ci était encore vibrante des mots de moi. Elle était dans de joyeuses dispositions amoureuses. Elle leur réservait un accueil fervent et charnel, au point que je suis à l'origine d'une multitude d'étreintes du canton de Vaud. Elle n'est pas rare, lorsque je me promène sous vos latitudes, de voir un jeune homme de 20 ans en disant « il est né de ma plume ». J'ai donc fécondé le canton de Vaud. Mesdames et messieurs, je vous ai parlé dans le mot de l'écrivain public. Parlons maintenant de l'écrivain de l'ombre. Tout à l'heure, et j'espère n'avoir froissé personne, en littérature, longtemps, on l'a appelé le nègre. Et aujourd'hui, avec cette nécessité des paroles anémiées, mais là-dessus, je comprendrais, messieurs, que l'on en débatte, ma génération disait nègre sans aucun scrupule, parce que c'était la génération de Senghor, c'était la génération d'Aimé Césaire, et qui revendiquait la négritude comme une forme achevée de civilisation et de culture. Mais ensuite, on craint les mots qui discriminent, et alors on met en évidence une couleur, alors qu'à mon sens, il faudrait parler d'une âme, d'une intensité particulière. Bref, les nègres. Dumas avait ses nègres, et les hommes politiques, je l'esquissais tout à l'heure, en ont. Et certains d'entre eux, comme Éric Orsena, qui a écrit la plupart des discours de Mitterrand, est à l'Académie française. Jacques Attali, qui sans aucun doute souhaite y entrer, y entrera peut-être d'intrigue en intrigue un jour, a écrit l'essentiel, là aussi, des discours politiques des hommes politiques français. Et puisque nous vivons en greffon, nous qui n'avons pas de politique, et sur la vie politique française, je détecte immédiatement, mais vous aussi, parce que vous avez l'oreille fine, lorsqu'un homme politique aventure un discours, s'il en est l'écrivain, ou s'il en est le récitant. Parce qu'il y a ceci de la parole. La parole, je le disais, madame, a quelque chose de charnel. On parle en fonction de sa physiologie, de sa voix, de sa stature. On parle de la manière dont on est. Je parle donc, je suis, mais je suis ce que je dis et je suis comme je parle. Je parle en fonction d'une identité particulière. Et quand tout d'un coup, on est simplement le locuteur de la parole de l'autre, cela crée, selon moi, des discordances, des dissonances qui retranchent à l'autorité de cette parole, parce que vous n'êtes plus que le messager. Or, il me semble assez essentiel pour un homme politique, tout homme qui veut faire naître des convictions, que celui qui l'écoute dise « mais cette conviction est une ascension intérieure ». Je ne sais pas où loge la source de la parole, bien sûr, c'est dans notre hémisphère gauche, mais imaginons, dans une vision moniste ou dualiste plutôt de l'être, que la parole vient du cœur, vient du fond, c'est-à-dire vient d'un type de profondeur. Et quand je parle avec la parole de l'autre, je suis l'usurpateur d'une profondeur, et je suis toujours un imposteur et un faussaire. Mais c'est ainsi, les hommes politiques ont besoin d'intelligence. La nature, généralement, a été avare. Et... Mille pardons, monsieur. Oui, non, mais si vous me permettez une parenthèse, parmi une parenthèse, je peux une parenthèse, madame. Ensuite, j'en viens au sujet, bien sûr. Mais je suis frappé par l'indigence intellectuelle des hommes politiques, même des hommes de droite. Parce qu'ils ne tiennent que des propos convenus. Parce que ceux qui, par hypothèse, auraient du vocabulaire, y renoncent. Parce qu'au lieu de hisser ceux qui écoutent, ils entendent sordidement leur plaire. Et l'homme politique, aujourd'hui, c'est un des travers de la démocratie, l'homme politique, qui n'a que des vertus par ailleurs, l'homme politique doit plaire.
L'exigence ne plaît pas, elle perturbe, elle trouble. Au bout de l'exigence, l'homme se hisse, se voit imposer un mouvement montgolfier, un mouvement altier. Et le politique renonce à cette exigence parce qu'il doit plaire. Car gardez à l'esprit que l'art du pouvoir en démocratie, c'est l'art d'être élu et l'art de s'y maintenir. J'ai de temps en temps, mais naturellement c'est un propos inaudible, la nostalgie des hommes politiques qui ne doivent rien à l'élection et tout au peuple que le hasard et parfois même la violence leur fait gouverner. Donc après cet éloge de la dictature, uniquement sous l'angle du verbe, je parlais donc de la nécessité de donner aux politiques qui manquent étonnamment, ils ont des âmes asséchées, des esprits désertés, probablement la fréquentation de l'administration. Je ne doute pas que la fréquentation de l'administration, je repère d'un regard qui aurait ici des têtes de fonctionnaires, mais la fréquentation de l'administration est probablement par nécessité et méthode ce par quoi la parole qui vole, qui enchante, la parole qui réhaute, la parole qui transporte, la fréquentation de la rigueur administrative, et je le dirais aussi de la rigueur des juges, fait que cette parole s'appauvrit. Elle n'est plus que ce qui dit, elle n'est plus, selon ma formule de tout à l'heure, ce qui fait naître. Au fond, les politiques, aujourd'hui, avec des exceptions glorieuses, dont vous, monsieur, bien sûr, les politiques aujourd'hui sont contraints à dire ce qu'ils pensent et ce qu'ils savent, et malgré l'étroitesse de ce champ d'opération, ils renoncent à dire ce qu'ils veulent faire penser et le savoir auquel ils voudraient acheminer. Donc, le politique, si on le laissait seul et sans aide, s'il n'y a pas des intellectuels littéraires dans la sphère des politiques, ceux-ci auront toujours ce discours apaisé, non pas épuré, mais pauvre. Quelle est la distinction qu'il faut faire? Et ensuite je reviens, madame, mais la distinction qu'il faut faire entre un discours pauvre et un discours épuré. Le discours épuré est celui de l'homme qui peut les mots, qui peut les idées, mais qui, au fur et à mesure de son discours, y renonce. Et il y a ceci de par les mots auxquels on renonce, c'est que les mots que l'on prononce sont encore lourds des mots auxquels on a renoncé. Une des figures possibles pour illustrer mon propos, c'est la sculpture. La sculpture qu'on arrache au bloc de marbre. Elle est encore lourde de la force du bloc auquel elle a été arrachée. Et donc le discours épuré, c'est les mots auxquels on renonce parce qu'on les peut. Et voilà que les mots que l'on dit encore sont lourds de ce sacrifice, portent ce sacrifice, sont sonores de ce sacrifice. En rhétorique, cela s'appelle l'aposiopèse. Alors l'aposiopèse, c'est ces figures de rhétorique qui mettent en évidence le silence. Mais non pas le silence de l'insignifiance, le silence voulu comme ou le prolongement des propos que l'on vient de tenir. Et il faut que le silence accompagne leur résonance, ou comme la mise en scène dramatique des propos que l'on s'apprête à tenir, faisant naître par le silence une incroyable attente, presque un malaise. Pourquoi ce silence? Que va-t-il dire au bout de ce silence? Et cette attente, qui devient exigence de l'esprit, est une possible méthode oratoire. Voyez-vous, ce silence, peut-être vous rassure, il est voulu. Ce n'est pas que les mots ne me viennent plus. C'est tout simplement que je choisis de suspendre mon vol ou mon envol, peut-être par le trouble du silence qui crée une attention, parce que cette attention est une tension. Alors le discours épuré, c'est cela.
Le discours pauvre, c'est tout autre chose. Ce n'est pas les mots auxquels on renonce, c'est les mots que l'on ne sait pas. Or, à parité de phrases, vous verrez tout de suite, si vous avez l'oreille mozartienne, si cette phrase est née d'une volonté d'épurer le langage, ou si elle est la conséquence dramatique d'un langage qui n'est pas. Aujourd'hui, paraît-il, la plupart d'entre nous, alors que le français compte 40 ou 45 000 mots, a un viatique langagier, 300 mots, 400 mots les jours face. Nous avons tous, de défaite en défaite de la pensée, donc des mots, ou des mots, donc de la pensée, les ressources langagières d'un commentateur sportif. À peu près. Si, comme moi, vous êtes convaincu que la ressource première de la pensée, ce sont les mots, voyez bien que quand je parle de défaite de la pensée, je commence par faire le constat dramatique d'huissier, peut-être même de médecin légiste, que le vocabulaire est mort. Il est mort parce qu'il s'est rétréci. Et il s'est aussi rétréci pour une raison absurde qui gangrène la société des vivants, en tout cas sur nos latitudes. C'est que l'on veut être authentique. Ah, madame. Il m'est arrivé, très abstraitement, de faire la cour à des femmes. Ça m'a même été... Un jour, je parlais à Jean d'Ormesson, qui je m'entends très bien, et Gaston Gallimard lui avait dit, dans un entretien qu'il rapporte dans un de ses livres, au fond, il y a 3 choses importantes dans la vie, les bains de mer, les femmes et la littérature. Et j'avais un débat avec Jean d'Ormesson en disant, mais est-ce que vous êtes sûr que la littérature et les femmes sont 2 sujets distincts? Et nous sommes arrivés tous les deux à la conclusion, mais nous sommes des hommes vieillissants, que les femmes et la littérature, c'est des variations sur un même thème. Il n'y a d'amour qui naisse que parce qu'il est dit, ou parce qu'il est commenté. Le reste, c'est des étreintes dérisoires, c'est la physiologie qui s'égare. Mais il n'y a d'amour durable que les amours parlés. Et tout ça pour être personnel, madame. Je n'ai jamais obtenu un consentement de femme que par les mots. Et oui, les Grecs qui savaient tout avaient un mot qui s'appelle kairis, d'où vient le mot grâce et d'où vient le mot chant. Et kairis est le regard de la femme qui s'apprête à consentir alors qu'elle n'a pas encore conscience qu'elle est sur le bord de l'abandon. Il faut tout le génie des Grecs pour avoir su qualifier d'un mot ce regard-là. Parce que qualifier votre regard de consentement, c'est rien. Mais de qualifier votre regard alors que vous n'avez pas encore conscience que le désir vous atterre, ou vous encielle, que néanmoins vous le dites à l'homme qui vous aborde en suppliant, en ikétès, donnez un nom à ce regard de femme. Tout ça pour dire que l'amour est littérature. Si nous ne savions pas baptiser ou nommer votre regard, nous vous aimerions avec infiniment moins de grâce. Et donc, je pense que l'amour est parole. D'ailleurs, un latin, un contemporain de Sénèque, Latrus, Potion Latrus, ouais, disait ceci: ce que l'on embrasse, ce que l'on baise dans le baiser, c'est le langage. Songez, madame, tout à l'heure, lorsque sans doute l'homme qui vous courtise et qui a la chance d'être exaucé effleura vos lèvres, dites-vous, à vrai dire, c'est mon aptitude à parler qu'il est en train de respirer.
c'est mon souffle, mais le souffle, pneuma, mon âme qui parle, qui est en train de capturer. Je ne sais pas, monsieur, si vous êtes le compagnon heureux de la femme qui est à vos côtés, son mari légitime ou son amant, peu importe, monsieur. Qui que vous soyez, je vous prie, lorsque tout à l'heure vous vous aventurez pour cueillir le souffle sur ses lèvres, dites-vous, c'est le langage que je pèse. Et Bourdaloue, qui est un immense orateur ecclésiastique du XVIIe siècle, disait « Il n'y a rien de plus beau que l'amour, rien de plus beau que l'éloquence. Or, l'amour est d'ajouter parce que l'amour est éloquence. » Donc, vous voyez ce rapport charnel avec les mots qui fait dire à d'Ormesson, et moi très petitement, que les mots sont la condition de l'amour, ce qui le fait naître, ce qui le prolonge. Oui, madame, parce que lorsque vous vivez certainement les vagues océaniques du désir, quand l'homme aimé apparaît dans une pièce, vous demandez des selles, proches de l'évanouissement, à la moindre de ces caresses, vos sens s'affolent, mais laissez le sénescent que je suis vous dire, ce temps-là passe. Et quand le désir, qui n'est pas galant homme, s'émousse ou s'amuise, comme on le dit du muet en grammaire, c'est la parole qui assure la relève. Dire l'amour, c'est le vivre de 1000 manières plus riches que l'étreinte. Et je vous dis, madame, en vous annonçant un avenir lointain, vous trouverez plus de bonheur aux étreintes de l'intelligence qu'à celle du corps. Bon, si je reviens à mon sujet. Nous avons parlé des écrivains publics et de la nécessité pour un homme politique d'avoir la richesse d'un intellectuel littéraire, il n'en est pas d'autre qui vaille, pour donner un peu de structure à sa pensée, notamment grâce aux mots. Nous avons maintenant le cas particulier des journalistes. Je suis en train de viser ceux qui sont la cible de ce séminaire. Alors, j'ai été intrigué à voir cette plaquette que vous considérez que les journalistes sont ceux qui disent la parole des autres. Ça me paraît très généreux. Ça crée une fiction qui voudrait que les journalistes soient les porte-voix de quel autre? De l'opinion. Comme mon constat, c'est qu'avec des exceptions glorieuses, bien sûr, aux marges, un journaliste n'est pas le porte-parole d'une opinion. Il forge l'opinion dont il est ensuite le porte-parole. En d'autres termes, ce n'est pas l'opinion qu'il reflète, c'est la sienne qui, sous prétexte d'opinion, il veut faire triompher. Un journaliste, conscient ou non, est toujours le militant de sa propre pensée et de sa propre idéologie. Je ne crois pas du tout à l'impartialité de la presse. De manière générale, je ne crois jamais à l'impartialité du discours. Le discours est connoté par ce que nous sommes. D'où parles-tu, camarade? Disaient les situationnistes. Nous parlons toujours d'un lieu, d'une condition. Et un journaliste, comme tout le monde, mais leur situation est grave, parce qu'ils créent l'illusion d'une objectivité. Lorsque je parle, j'annonce ma subjectivité. Elle est là, elle est totalement là. Chacune de mes paroles dit mon histoire, les livres lus, les rencontres, mes enthousiasmes. Toute ma parole est physiologie. Journaliste, c'est imposteur, cette race d'imposteurs, cette race haïssable d'imposteurs. Alors quand ils sont de gauche, je ne vous dis pas, cette race, et ils sont tous de gauche. Enfin, tous. Mais il y a des explications sociologiques. Généralement, ils sont les premiers intellectuels d'une lignée, autant dire qu'ils ne viennent de nulle part, et ils ont toute l'arrogance des parvenus ou des tarvenus. Et ils sont aussi dans le reniement de leur origine illettrée. Et le reniement est souvent une arrogance. Voilà. Donc les journalistes, est-ce qu'ils ont besoin de suivre votre séminaire? Est-ce qu'ils ont besoin d'apprendre à écrire? Probablement, littérairement, beaucoup devraient prolonger leurs études.
Mais si le postulat de votre séminaire, c'est apprendre à dire la parole de l'autre, méfiez-vous des journalistes, ils ne sont porteurs que de leur parole, parce que leur parole est un combat et leurs intelligences sont toujours inféodées à une idéologie. Maintenant que j'ai dit du mal du journaliste, de qui voudriez-vous, madame, que je dise du mal encore? Bon, alors je vais dire du bien de quelques-uns. Le postulat, je vous le disais à l'instant, enfin, il y a quelque temps déjà, c'est qu'il y a une consubstantialité entre la pensée et la parole. Et je vous ai cité Condillac, l'art de bien penser se réduit à l'art de bien parler. Et nous avons vu tout à l'heure pourquoi, parce que c'est la parole, elle seule, qui exprime le mot, mais en même temps qu'elle l'exprime, le fait naître dans sa clarté et qui passe au fond du régime ou de l'état du ça à l'état du surmoi, si nous devions être freudiens, qui passe en tout cas de la pauvreté de l'intuition à la clarté de l'idée. Donc, savoir bien parler. Mais avant, et en amont peut-être, savoir bien écrire. Je vous disais tout à l'heure, en guise de préambule, que la civilisation sous nos latitudes a fait ce passage étonnant, riche ou appauvrissant, de l'oralité à l'écrit, qui est la mémoire de l'oral, et puis de nouveau, lorsque je lis, de l'écrit à l'oral, puisque toute idée est formulée de manière sonore et même silencieuse. Si nous voulons bien regarder l'origine de notre littérature, l'origine de notre littérature occidentale, vous savez tous, bien sûr, que l'Iliade et l'Odyssée, que l'on situe à quelque arbitraire au 7e ou au 8e siècle avant l'ère vulgaire, avant d'être un écrit, étaient des chants. C'était les chants cypriens. Et puis Homère, ou cette fiction que l'on dit Homère, est celui qui le premier a traduit dans l'écrit ce qui se transmettait dans une tradition d'oralité depuis des siècles et des siècles. Il a voulu, probablement pour la permanence de cette mémoire, faire le choix de l'écrit qui, au fond, entérine et permet la durée. Longa brevis du mortel, vita brevis du mortel, vita longa de l'écrit. Pindare déjà disait Saturne dévore ses enfants. Tout se détruit et s'altère. Or les mots. Quand j'aurai cessé de vivre, quand les villes que j'ai célébrées se seront effondrées dans le feu ou la poussière, les mots qui les ont commentés survivront. Et c'est ainsi que l'écriture est un dialogue permanent. L'écriture est une conversation, comme la parole. On est plusieurs dans l'écriture. Nous verrons ensuite à qui s'adresse l'écriture. Mais l'écriture est une conversation. C'est un dialogue, ou parfois un dialogue à plusieurs. Et c'est notamment un dialogue avec les morts. Des vivants avec les morts. Mais aussi, bien sûr, un dialogue entre les vivants. Quand vous lisez un livre, lorsque vous parcourez l'écriture, ce n'est pas un exercice solitaire. C'est un exercice solitaire dans lequel fait irruption l'autre. L'autre, pas simplement le héros ou le protagoniste du livre, mais son auteur. Quand vous lisez La Chartreuse de Parme, vous êtes dans un dialogue persistant avec Stendhal, mais aussi avec Fabrice. Et au fond, concevoir la lecture comme un dialogue, comme une conversation obéissant à des règles de civilité, d'urbanité, est une chose, me semble-t-il, belle et juste. Mais pour que cette conversation ait lieu, il faut l'écriture, ce fameux dialogue entre les morts et les vivants. Maintenant, je vais vous dire en deux mots ce qui menace
la parole, la lecture et donc l'écrit. Je ne vais vous faire qu'un inventaire à l'après-vert. Il ne manquera que le raton laveur. D'abord, mesdames et messieurs, ce que Régis Debray appelait le passage du livre au live, de l'amphithéâtre au stade, d'un monde fondé sur la raison à un monde fondé sur la sensorialité. Et je vous citais tout à l'heure Roland Barthes qui, prophétique, disait « Le temps viendra où l'image aura le dernier mot ». Nous sommes dans ce temps singulier où l'image a le dernier mot. Alors, une des raisons du déclin, c'est cette évolution qu'il faut accueillir. C'est peut-être le destin des hommes de finir analphabète et illettré. Et peut-être qu'au bout de cette évolution occidentale joyeuse, nous serons réduits au cri primal. Parce qu'à vrai dire, mesdames et messieurs, si vous considérez que la pensée n'est pas l'honneur de l'homme, quelques bruits suffisent à dire nos besoins essentiels. Le bruit peut dire la faim, la peur, l'affolement face au silence de Dieu, ça devient la prière. Il peut dire, madame, la convoitise. Au lieu de vous livrer des fragments d'un discours amoureux, je pourrais simplement, par des grognements, vous dire le désir violent que j'ai de vous. Donc, au fond, on pourrait se dire, après tout, à quoi servent les mots? À embellir, à grandir, à hisser, à aller au-delà des besoins parce qu'on les théorise, aller au-delà de la passion parce qu'on la commande, à recréer la vie parce qu'on la dit, à faire que la vie n'est pas simplement une vie, mais devient le récit de la vie. À ça sert l'écriture et donc la lecture. La première menace, c'est cette évolution désastreuse de notre temps, à laquelle participe un personnage abominable, un genevois honteux, Jean-Jacques Rousseau. Madame, vous êtes peut-être Rousseau, vous êtes peut-être enseignant. Jean-Jacques Rousseau est le fossoyeur de l'intelligence, le fossoyeur de l'enseignement. Alors, qu'il fût un grand lettré, qu'il ait un style admirable, qu'il soit à l'origine de tous les totalitarismes par son contrat social, ça c'est un discours politique que je vous ai parlé. Mais l'Émile, madame, Émile ne lira qu'un seul livre, Robinson Crusoe, la métaphore achevée de la nature sans le secours de la civilisation. Émile ne lira qu'un seul livre, celui de la nature, ce qui lui évite la fatigue de tourner les pages. Émile s'extasiera non pas autour des mots et des idées qui corrompent la pureté originelle, mais n'aura de goût que pour les marguerites et les renoncules. Et puis, madame, chapitre 11 de l'Émile, si ma mémoire est bonne, où soudain surgit la femme. Est-ce qu'il vous souvient de la manière dont Rousseau traite la femme? À côté, les plus radicaux des musulmans sont des libéraux, tout à l'exaltation de la féminité. C'est vrai que la femme, Sophie, la femme d'Émile, ne portera pas le voile, ce qui est, selon moi, une délicate pudeur et délicieuse. Enfin, peu importe. Mais elle ne portera pas le voile. Mais elle ne saura pas lire. Parce que la lecture corrompt. Et que votre pureté originelle s'accommode mal de cette corruption. Et ce n'est pas simplement l'Émile, madame. Et l'Émile d'où est née, pour partie, cette scélérate révolution régicide, la Révolution française. Avant la Révolution française, ou pendant la Révolution française, il y a un personnage qui s'appelait Gracchus Babeuf, grand théoricien
qui a secondé Robespierre, et Marat, qui a été, grâce à Dieu, guillotiné à son tour. Il faut bien de temps en temps que la justice passe. Et au fond, c'est un fondateur, avec Rousseau, du communisme. Et il considérait que les femmes devaient être interdites d'assembler. Parce que plus de 3 femmes ensemble, c'est le début du désordre. Pas simplement parce que votre caquet est du caquetage, mais tout simplement parce que 3 femmes ensemble, c'est le début de la subversion. Et donc Gracchus Babeuf, une des références intellectuelles de la Révolution, avec Rousseau. Rousseau voulait que la femme n'apprenne pas à lire, qu'elle fît des enfants, fonction sacrale qui est la vôtre bien sûr, le pot-au-feu, deuxième fonction sacrale, qu'elle organise notre bonheur charnel, bien que Rousseau préférait Madame de Warens, à qui il disait maman au moment de jouir, bon, peu importe, ça relève de la psychanalyse. Donc Rousseau qui détermine la pédagogie de nos contemporains. Rousseau voulait que la femme ne sût pas lire. Gracchus Babeuf voulait que les femmes ne puissent pas se rassembler à plus de 3. Et je vous rappelle, lorsque l'on a établi la Déclaration des droits de l'homme, c'est l'homme, le mec, pas de l'homme et de la femme. Il a fallu, bien sûr, les combats de quelques-unes, de Méricourt, d'Olympe de Gouges, etc. Mais, donc, comment pouvez-vous être rousseauiste? Parce que ce vent méphitique fait encore que l'on considère que l'inculture est le gage de la pureté originelle. Je vous rappelle, Rousseau se promenant en direction de la prison de Vincennes, où il allait rendre visite à son ami Diderot, qui avait été embastillé pour avoir écrit 2 livres, notamment La lettre sur les aveugles, qui est une sorte de précurseur, on peut penser précurseuse, féminisons à tout va, du sensualisme anglais, c'est-à-dire il n'y a de réalité que parce qu'elle est perçue, c'est donc aussi à l'origine de la relativité des idées, je n'ai pas des idées mais j'ai des perceptions de la réalité, bref, il avait écrit cela. Et puis il avait écrit Les bijoux indiscrets. Alors je ne sais pas s'il vous souvient, madame, Les bijoux indiscrets, c'est un livre admirable où Diderot fait parler le sexe des femmes. Mais pas pour exprimer leur reconnaissance à notre égard, mais pour formuler une pensée critique. Si vous saviez, madame, si vous saviez, messieurs, l'arrogance du sexe des femmes, quand elles se mettent à parler, le mal qu'ils pensent de nous, comme dans leur vocabulaire, ils dégradent ce qui fait, pendant 70 ans de notre vie, notre orgueil. Comment ces sexes-là commentent nos dimensions, nos répétitions à l'élévation. Je vous prie, si vous voulez, messieurs, avoir un instant de modestie dans votre virilité, que je devine heureuse et triomphante, lisez Diderot, Les bijoux indiscrets. Leur sexe pense. Et nous qui nous contentons de penser leur sexe. Enfin, peu importe. J'en reviens à Rousseau, madame, ce fossoyeur de l'éducation. Et puis vous avez Bourdieu aussi. Bourdieu, qui est une indiscutable idole des enseignants, en tout cas, sauf moi latitude, aux confins de votre empire, à Genève. Les enseignants sont bourdieusards et rousseauistes. Je vous ai dit tout le mal qu'il y a lieu de procès de Rousseau, puisqu'il organise l'inculture au titre de la pureté originelle. Oui, j'en étais à Rousseau allant voir Diderot, j'ai parlé du Diderot, c'est une parenthèse dans la parenthèse, mais il va le voir parce qu'il vient de lire sur une gazette, le Mercure de France, une question qui a été soumise à un concours. Est-ce que les arts et les lettres ont corrompu l'esprit de l'homme? Et la réponse de Diderot, de Rousseau, sera oui, les arts et les lettres ont corrompu l'esprit de l'homme par une sorte d'anthropologie virtuelle, parce que ce n'est pas une démarche d'anthropologue. Il imagine, puisque l'homme d'aujourd'hui, dit-il, au XVIIIe, est corrompu, c'est que nécessairement il y a un or natif, un or premier,
la pureté d'un métal que j'imagine. Et cet homme premier ou primitif, c'est un être pur, que l'intelligence n'a pas encore souillé, qui est donc dans un rapport édénique avec la nature. Et donc j'en reviens à Bourdieu maintenant, après avoir dit le mal que je pense de Rousseau. Bourdieu, c'est le théoricien de l'égalité. Je vous dis d'emblée, mesdames et messieurs, et cela ne présente pas un grand intérêt au regard de l'histoire, que je considère que l'égalité est une pathologie, que le goût de l'égalité est une pathologie très française. Elle est une offense faite à la nature. Elle est une offense faite au mérite. Comprenez-moi bien, que l'on organise l'égalité des chances, pourquoi pas. Mais ce glissement qui va de l'égalité des chances à l'égalité des résultats, à l'égalité des conditions, et qui finit par vouloir une société aux têtes alignées, comme un champ de blé, la beauté en moins, les mêmes tiges, les mêmes épis, soufflant sous le même vent, probablement de bâbord. Cette vision égalitaire est l'offense faite au mérite. L'égalité, c'est la revanche des vaincus, c'est la revendication des esclaves. Après ce propos nietzschéen, qui est de nature à plaire à chacun, je dis Bourdieu, qui considère que l'enseignant n'est pas là pour exiger. D'ailleurs, nous n'avons plus de maître. Je m'adresse à vous, madame, parce que tout d'un coup, je me suis dit que vous êtes peut-être institutrice. Donc je commence par m'incliner bien bas. Mais de mon temps, nous n'avions pas des instituteurs, mais des maîtres. Nous regardions de bas en haut. Nous considérions que la plus belle histoire d'amour qui soit, c'est l'admiration. Et donc, quand le maître, par un regard ou par un signe, nous donnait la parole, c'était le plus beau jour de notre vie. Et nous considérions toujours indignes de nos enseignants. Maintenant, les maîtres sont devenus des enseignants, des accompagnateurs, au fond, des géos ou des infirmiers. Au fond, vous n'enseignez plus, vous soignez. Qu'on vous donne des miséreux de la terre, les faibles en esprit, vous les accompagnez dans le chemin difficile vers une possible réhabilitation. Que l'on vous donne un génie frémissant, il est une offense aux infirmes. Vous n'avez, madame, plus de goût que pour les damnés de la terre. Les pauvres en esprit sont votre seul territoire de manœuvre. Je vous dis ça, mais peut-être vous n'êtes pas du tout institutrice. Mais tout d'un coup, vous aviez cette sérénité de celle qui sait. Je me suis dit, elle est certainement institutrice. Bon, alors donc, deuxième déclin de la parole, donc de la lecture, donc de l'écriture, l'enseignement. Ajoutons ça la mémoire oubliée, l'abâtardissement du langage, je vous en ai parlé, et ce viatique langagier de pauvres que nous avons tous, non pas par élection, mais par carence. Mais non, parlons de la mémoire. Nous ne savons plus rien par cœur. Nous avons déchargé notre mémoire vivante sur la mémoire mécanique de quelques instruments dégoûtants, l'iPad, enfin des choses que je n'ai jamais touchées de ma vie, et tant cela est répulsif. C'est-à-dire que nous ne savons rien par cœur. Or, ne rien savoir par cœur, c'est ne rien savoir. Mes ancêtres, tous n'étaient pas des universitaires. Mais même ceux qui s'étaient arrêtés au certificat d'études, qui avaient fait des apprentissages, savaient des dizaines de vers par cœur. Savaient par exemple les pages roses du dictionnaire latin-français, du temps où le dictionnaire Larousse avait encore des pages roses, par cœur. Mon grand-père, qui n'avait fait qu'une maturité, il est vrai grecque et latine, pouvait me réciter Boileau, pouvait me réciter les premiers vers de l'Iliade, Andrama, Enépé, Moussa, Polytropène, ou bien de l'Énéide, Armadeum, Quecano, comme la chose la plus naturelle. Demandez à un jeune homme que vous avez formé, madame. Demandez à un jeune homme que cette institutrice de là-bas
rousseauiste et bourgueusard à former. Demandez-lui de faire un vers. Demandez-lui ce qu'est l'Iliade. Vous verrez son front bas, légèrement plissé. Il enlèvera ses écouteurs qui font de lui un autiste. Et avec un vocabulaire approximatif, il vous dira que je sais pas. C'est pas grave qu'il ignore, mais il se moque de l'ignorer. Je vais vous dire, madame, pourquoi votre avenir, vous tous qui êtes plus jeunes que moi, est un avenir de damnation. Parce qu'il manque de passé. Un présent qui manque de passé assure un avenir abandonné. Nous mourrons d'inculture. Nous mourrons faute de connaître, reconnaître et célébrer nos racines intellectuelles. Alors j'idéalise peut-être le monde africain, mais eux, ce monde-là, à ma connaissance, le chérit. La lignée est une chose importante, j'imagine, pour vous, messieurs. On descend. Et descendre, c'est d'avoir une verticalité. Nous, de gauche, nous avons choisi l'abscisse plutôt que l'ordonnée, l'horizontalité plutôt que la verticalité. Nous ne descendons nulle part. Regardez ce jeune homme que vous n'avez pas formé, mais qu'elle a formé. Ce jeune homme, il ne sait rien du passé, il pense donc maîtriser l'avenir. Pire, orgueilleux, il pense qu'il le forge. Il pense que l'ignorance est fondatrice, le frisson endémique, le premier homme du premier jour. Il est le dernier homme du dernier jour. Parce que le corps enseignant, c'est-à-dire ce corps infirmier, ce grand SAMU, a passé par là. Vous n'êtes plus des maîtres, mais des ambulanciers. J'en étais à la mémoire oubliée. Vous savez, mesdames et messieurs, ma certitude, et c'est essentiel, on écrit qu'en ayant lu et en se souvenant. Il faut avoir lu pour lire, il faut avoir écrit pour écrire. Et il faut avoir la mémoire. Or, la mémoire, bien sûr, nous n'avons pas du tout la mémoire de nos aïeux, parce qu'à force d'avoir des substituts de la mémoire, nous faisons l'économie de la mémoire. Donc, nous sommes des ignorants avec des iPhones, à peu près. Et nous confondons le savoir virtuel de la technique avec le savoir. Quand j'étais bâtonnier, c'était du temps où je régnais sur les avocats de Genève, et peut-être j'allais jusqu'en province, mais quand j'étais bâtonnier, des jeunes gens venaient vers moi en disant « Maître, monsieur le bâtonnier stellaire, comment fait-on pour être un grand avocat ?» Je feignais une certaine modestie, en disant « J'en sais rien, mais je peux me renseigner. » Et je disais à ces jeunes impétrants, quand vous aurez lu Shakespeare, quand vous aurez lu les tragiques grecs, quand vous aurez lu Dostoïevski, pas simplement savoir qu'ils existent, les avoir lus, alors, on peut imaginer que vous puissiez devenir un avocat. Accessoirement, apprenez un peu le droit, rien, ça n'a aucun intérêt. Il faut, pour être avocat, connaître l'âme humaine, être familier des arts et des lettres et de la psychologie. Il faut aimer l'homme, quitte à ne pas aimer les hommes dans leur singularité, mais l'homme dans son principe, dans son ontologie. Et je disais à ces jeunes avocats, vous voulez être un grand avocat, lisez. Je ne suis pas convaincu que mes conseils aient été suivis, parce que vous aurez remarqué, madame, que la jeunesse appartient plus à leur génération qu'à leur père. Toujours cette foutue horizontalité. Quand je pense que parmi les jeunes gens qui ont eu le privilège tout de même de m'entendre, il y en a qui ont leur truc sur leurs oreilles et qui, horesco référence, font du sport. C'est dégoûtant, le sport. Mais c'est totalement dégoûtant. C'est peut-être une nécessité physiologique pour certains,
Mais c'est dégoûtant. Quand je vois un homme qui fait du jogging, je ne vois pas le héros de marathon, je vois la femme abandonnée. Tout homme qui fait de la course à pied est un cocu. Et mesdames et messieurs, si au lieu de courir en faisant la tournée de votre pâté de maison, vous mettiez à fréquenter les bibliothèques, voir qui exauce. Le temps est au sport. Il paraît qu'il y a même des cours de sport. Il y a même à l'université une chaire de sport. Vous n'êtes pas indigné. Ne me dites pas que votre mari court. J'admets, madame, que vous ne me répondrez pas parce qu'on n'est pas ici pour commenter votre infortune conjugale. Mais si votre mari fait de la course à pied, fait le barrage de votre corps, empêchez-le de courir. Et donc aussi, ça joue un rôle. Parce que qui fait du sport s'éloigne irrésistiblement des bibliothèques. Je vous ai dit, abâtardissement du langage, mémoire oubliée, frisson édénique, le choix du corps. Vous savez comment Talleyrand définissait l'homme? Une intelligence contrariée par sa physiologie. Ce qui me conduit à définir la femme. Une physiologie parfois éclairée par son intelligence. Voyez-vous, souvent, madame, ma femme légitime, enfin ma femme cardinale, je n'en ai pas d'autre, joue le rôle que vous jouez ce soir. Et quand une formule joyeuse me vient, je lui dis, femme, note. Sois le scribe de ton grand homme. Sois la mémoire de ton grand homme. Écris, alors que je ne peux concevoir que dans la parole. Alors je vais vous dire à quel point je suis pathétiquement oral. Même mes lettres d'amour, je les dictais à ma femme. Je lui dis, femme, je vais te dicter la lettre qui te plaira de recevoir. Je disais des choses sublimes, profondes et sensuelles. Elle notait. Puis je mettais cette lettre à la poste. Et quand elle la recevait, elle feignait la surprise. C'est le rapport que l'on a avec les mots. Le rapport que l'on a avec l'amour, qui une fois encore, avant d'être ce par quoi les corps s'attardent, quart d'heure, 20 minutes, des jours fastes, avant que d'être ce par quoi les corps s'attardent, est une étreinte des intelligences. Mesdames et messieurs, le temps s'écoule et je n'ai pas encore abordé mon sujet. Vous avez vu jusqu'ici l'exorde. Mais laissez-moi tout de même vous dire un rythme de cavalcade. Pourquoi lire? Et donc pourquoi la nécessité de l'écriture? D'abord, lire exauce. Dans la double orthographe du mot, elle comble et elle hisse. On lit pour grandir. On lit pour s'excentrer. On lit pour sortir du jeu pour aller jusqu'au jeu du langage. On lit pour prendre de la distance à l'égard de soi-même. Combien nos contemporains, lourdement psychanalysés par les magazines féminins, passent leur temps à des exercices d'introspection. J'adjure cette jeunesse ombrée à considérer que moi n'a aucune importance, que même parmi nous, ceux que les dieux ou les fées ont comblés et dont le territoire est vaste, ce n'est jamais que quelques arpents de terre. Et nous avons l'illusion par la psychanalyse et la sociologie que nos territoires intimes sont des empires sur lesquels le soleil ne se couche pas. Encore heureux lorsque ce sont des empires sur lesquels le soleil se lève. Je considère donc que la lecture est ce par quoi on s'excente,
ce par quoi on se hisse, ce par quoi on grandit, ce par quoi on sort de soi, et parce que sortant de soi, au contraire de l'introspection, c'est ce par quoi on peut se juger, et surtout, passer rapidement à autre chose. Il faut que nous réalisions le plus rapidement possible le passage de soi à l'autre. Et cette translation, elle est très souvent autour de la lecture. Parce que la lecture vous désigne d'autres mondes. Lire, c'est vivre 1000 vies. Donc écrire, c'est permettre à ceux que l'on vive 1000 vies. Ça permet aux plus médiocres d'entre nous d'être dans la familiarité du génie des hommes, de l'honneur des hommes, des poètes, des écrivains, des artistes. Et gardez à l'esprit, vous qui êtes soucieux d'étymologie, que poète vient de poème. Poème est un mot grec qui veut dire sans aucun doute poésie, mais qui veut dire faire. Donc parler, c'est faire. Parler est une action, chanter est une action. Lire encore pourquoi? Pour se consoler. Pour se consoler de la monotonie des jours. Parce que même lorsque nos vies sont heureuses, cabotage le long des rives, pas de navigation en haute mer. Vous peut-être, mais moi, contrairement à Alexandre, et j'en suis inconsolable, je n'ai pas chevauché jusqu'à l'Indus. Contrairement à César, je n'ai pas franchi le Rubicon. Je n'ai été le chef d'aucune révolution. Je voulais avoir un destin, j'ai fait une carrière. Je suis inconsolable. Mais ce qui me permet d'accepter la modestie atone de mes jours, c'est la fréquentation des livres. Donc, la lecture et l'écriture, qui est sa condition, console de la banalité de la vie. Mais elle console aussi de la douleur de la vie. C'est Montesquieu qui disait « Il n'est pas de chagrin qu'un quart d'heure de lecture ne dissipe ». J'admets que les grandes tragédies de l'existence survivent à un quart d'heure de lecture. Mais l'essentiel de ce que nous tenons pour un malheur, lisez un quart d'heure, une heure, lisez les poètes, lisez les poètes, le chant des mots, l'enchantement des mots. Mais pour cela, il faut qu'on les ait écrits, puisqu'il n'y a plus cette heureuse tradition orale africaine. Donc j'ai dit, lire pour se hisser, lire pour grandir, lire pour s'excentrer, lire pour se connaître, parce qu'il n'y a pas de doute que de lire, c'est se voir, effet spéculaire, se voir dans le regard de l'autre. Lire pour se consoler. Lire pour compenser le silence de Dieu. Alors vous me direz, pour ça nous avons les textes créés ou incréés. Dieu, paraît-il, qui est plutôt un orateur, Dieu dicte. Dieu n'a jamais rien écrit. Trop prudent pour laisser une trace. Dieu dicte. À Moïse, dont nous savons qu'il était analphabète, un chamelier dans le désert dont nous savons qu'il ne savait pas écrire, mais qui nous laisse de divines sourates et de très beaux hadiths. Quant à Jésus, oui, il devait savoir lire et écrire, mais rien d'exagéré. Alors, je dis que la lecture, en tout cas à titre personnel, me console de l'irréversible silence de Dieu. Donc au fond, la lecture contre l'idée de la mort, la lecture comme parade à l'angoisse de notre finitude. Et quand je dis la lecture, donc l'écriture qui le permet. Et trouvons encore 2 ou 3 vertus de la lecture et donc de l'écriture. 2 Anglaises ont écrit un livre, Guérir par la lecture, avec un sous-titre un peu racoleur, un imprimé vaut bien un comprimé. C'est un peu un jeu de mots de garçon de bain, ça ne m'exalte pas. Mais, bon, elles s'accordent surtout sur la littérature anglophone, mais ils disent au fond, si vous êtes triste,
lisez Fahrenheit 451. Si vous êtes alcoolique, lisez Stephen King. Si vous avez des problèmes de culpabilité, lisez Dostoïevski. À quoi on pourrait ajouter, si vous avez des problèmes de jalousie, lisez Vénus à la fourrure de Sacher Masoch. À quoi pourrait-on songer encore? Si vous avez des problèmes de libido, les livres du second rayon, du XVIIe et du XVIIIe siècle. Il y a quelques écrits vulgaires aujourd'hui, mais c'est rien ça. Parce que là encore, l'érotisme, sans la délicatesse des mots, c'est vulgaire. Et ça ne bouleverse pas les sens. Donc, mesdames, moins vous, mesdames, messieurs, au lieu de prendre du Viagra comme tout le monde, ou du Cialis comme quelques-uns, lisez Thérèse philosophe, ou Le portier des Chartreux, ou Justine de Sade. Je vous assure que vos sens endormis retrouveront une pureté originelle. Le sexe par la littérature, la bandaison par l'écrit. Voilà une raison majeure de lire. À quoi pouvons-nous songer encore? Lire pour lire. Je vous le disais tout à l'heure. Valérie Larbaud a écrit un livre qui s'appelle La littérature se vit s'impunit, non, la lecture se vit s'impunit. Et le consacre lui aussi à la littérature anglo-saxonne. Elle donne un exemple très troublant. Nous savons tous, et personne ne doute, que l'Ulysse de Joyce, soit avec Proust sans doute, Céline peut-être, un des grands romans du XXe siècle. Mais tentez de lire l'Ulysse de Joyce sans avoir lu, observe Valérie Larbaud, Homère, Iliade et l'Odyssée. Tentez de le lire sans avoir lu Fénelon et ses observations à Télémaque. Tentez de le lire sans avoir lu Pascal et Descartes. Le livre vous tombera des mains. Un chef-d'œuvre vous tombera des mains. Parce qu'il faut avoir lu, j'énonce quelques-uns, des livres qu'il faut avoir lus, pour comprendre dans l'Ulysse de Joyce la première partie qui est la télémachie, qui s'inspire bien sûr de Télémaque. Et donc cette idée, il faut lire pour avoir lu, non seulement parce que la lecture aiguise le goût de la lecture, par une sorte de vertige heureux, mais il est une condition de la compréhension. Et tant, Madame l'institutrice, que nos jeunes gens, accompagnés, au lieu de lire colorions des bandes dessinées, quand Titeuf cessera d'être la référence ultime de nos adolescents, alors l'humanité souffrante des parents que nous sommes se remettra à espérer. Je vous prie, Madame, demain de prendre une résolution dans votre collège. Vous interdisez la lecture de Titeuf. Vous bannissez la bande dessinée, qui à la fois altère le dessin et délabre la parole. C'est une confusion des genres qui entraîne la chute des gens. Une dernière raison de lire. Une quête d'immortalité. Je vous disais que la lecture, donc l'écriture, est une condition de ce dialogue entre les vivants et les morts. Elle est aussi une manière de vivre une pluralité de vie. Un jour, on demandait à Umberto Eco combien de livres avez-vous lu. Il dit, il y a 40 000 livres dans ma bibliothèque, entre Milan, Rome et Paris. Mais je ne les ai pas tous lus. Un livre non lu, c'est une féerie pour une autre fois. C'est la promesse de trouvailles. Vous verrez parfois dans vos bibliothèques, ce n'est pas composé uniquement de livres reçus pour vos anniversaires, mais de livres que vous avez choisis.
Vous voyez tout d'un coup un livre que vous avez choisi il y a 20 ans, et qui peut-être ce jour-là vous est tombé des mains, parce que ce n'était pas le bon moment, parce que ce n'était pas la juste disposition d'esprit. Vous le prenez, et vous ne pouvez plus vous arrêter de cette lecture. Donc l'idée est qu'une bibliothèque doit être vaste, comme autant de rencontres promises pour demain, autant de féeries pour demain, est une idée qui m'est chère. Faites une autre expérience, madame. Lisez un livre que vous avez lu il y a 20 ans. Et probablement, si vous l'annotiez, si vous avez des marginalia et des scolies, lire un livre que l'on a lu, c'est une biographie de nos sensibilités. Vous vous dites souvent, mais pourquoi ai-je souligné cela? Pourquoi est-ce que ceci m'a paru important? Et vous essayez de reconstituer par un examen biographique et historique de vous. Et vous voyez comment votre sensibilité, au gré de la vie, des expériences, des lectures, des rencontres, a évolué. Donc la lecture ou la relecture est un effort biographique. Ne le laissez pas à vos biographes. Soyez le biographe de vous-même. Interrogez-vous aujourd'hui comment vous avez pensé hier. Et ce qui est plus important que ce constat, qu'est-ce qui fait qu'une pensée est perpétuellement en mouvement? Parce que la pensée est toujours en mouvement. Lorsqu'elle s'arrête, elle devient une conviction. La conviction, c'est l'intelligence à l'arrêt. Je ne dis pas qu'il ne soit pas nécessaire d'avoir des convictions. Il faut bien vivre. Mais l'idée et les mots qui la servent, les mots qui la rendent possible, est un mouvement perpétuel qui s'interroge, qui se répond et qui interroge les réponses. Concevez l'idée comme le mouvement et la parole, donc l'écriture, comme le ressort de ce mouvement. Mesdames, Messieurs, un orateur courtois n'excède pas l'heure. Et avant même, madame, que par un regard sévère, vous m'ayez tensé ou m'origéné, ah oui, le plaisir de pouvoir dire plusieurs fois la même chose et le dire différemment. Oui, madame, j'aurais pu dire simplement, vous m'avez grondé du regard. J'ai choisi de dire que vous m'avez tensé ou m'origéné. J'aurais pu, pour être plus conforme au temps, dire engueuler. Mais, voyez-vous pourquoi j'aime cette variation des mots? Parce que les Inuits ont 36 manières de dire blanc. Et donc, 36 manières de dire blanc, c'est 36 manières de le percevoir. Nous, pauvres en esprit et en sensibilité, quand c'est blanc, c'est blanc. Mais sur les mots encore, les Grecs avaient 12 mots pour dire l'égalité. L'égalité de conditions, l'égalité de parole, l'égalité de présence à l'Assemblée, l'égalité devant la loi. Nous n'en avons qu'un seul, l'égalité, au bout de laquelle il y a nécessairement l'échappée. Les Grecs avaient 10 manières de dire aimer. Nous aimons avec un seul mot. J'aime mon ami, j'aime mon institutrice, j'aime la droite, j'aime les spaghettis carbonara. Au moins les Grecs avaient l'éros pour la libido, le philène pour l'amitié et l'amour calme, et l'agapé pour les amours conjugales. La richesse du vocabulaire est une richesse de la pensée. La richesse du vocabulaire naît de la lecture. La lecture a pour condition primordiale l'écriture. Et donc, je vous dis, pour clore ce séminaire, écrivez pour que l'esprit des hommes s'enrichisse, écrivez pour qu'il soit capable de rêve, écrivez pour que votre pensée soit susceptible d'une transmission, écrivez pour féconder la vie. Merci.